J'achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud, ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. C'est quoi ce bordel présenté par Laurent Baffy, c'est tout de suite sur Rire et Chanson. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine avec, encore une fois cette semaine, beaucoup d'invités prestigieux et une nouvelle co-animatrice qui en fait est une ancienne puisque c'est le retour de Marie Lecoq. Participe à une tournante, c'est la Qui, première rappelons-le, est la co-animatrice historique de C'est quoi ce bordel qui a commencé il y a une dizaine d'années sur Europe 2. Comment ça va, Marie ? Ça va super, je suis heureuse d'être là. Alors, t'as disparu pendant 10 ans, t'as fait 2 enfants 10 ans, ouais. et t'as vendu ton cul dans toute l'Afrique. Oui. Comment s'était passé J'ai fait un livre, c'était chouette, c'était bien. Voilà. Alors, on va présenter les invités ce soir, aujourd'hui, ce matin, tout à l'heure. Nous accueillons une légende vivante du théâtre, Philippe Cobert. Je deviens cigale. Pierre Bellemare. Essentiel qui perdons 100 francs. Réponse à toutes ces élèves, ton service. Et Patrick Carmouze. Beaucoup plus dur d'obtenir autant d'applaudissements pour Patrick Carmouze que pour Philippe Cobert. Hein. Parce que je m'appelle Patrice en même temps. Donc Ouais, mais tu n'es pas légendaire, quoi. Mais tu sors un bouquin sur la politique, on en parlera tout à l'heure. Toi, Philippe, tu sors un spectacle, tu lis des textes d'un auteur que tu idolâtres. Oui. Avec lequel tu as démarré le théâtre. Oui, je ne les lis pas, je les joue. Tu les joues. Ah oui, Alors, est-ce qu'on dit, pardon, nuance. on dit en Avignon ou à Avignon ? J'aime bien dire en Avignon. Ça s'appelle Urgent crier, Ouais. et l'auteur dont tu fais l'apologie s'appelle ? André Benedetto. Personne ne le connaît. Bah si, quand même. Moi. Ouais, un petit peu. Un petit Puis peu. les gens qui aiment le théâtre, qui le connaissent, oui. Et puis les gens du Sud. C'est un grand poète, un grand acteur, et un personnage lui aussi légendaire. Lui vraiment légendaire, disons. Philippe, tu connais le Mr. Tchatch, bien sûr. Non, je connais rien du tout. C'est un J'arrive petit peu- comme une pucelle. Ça ressemble un peu dans à l'antre certaines de tes des- prestations. Marine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau, Marine ? Moi, je vais essayer d'être une prostituée pendant plus d'une heure. Ah, en hommage à Philippe Cobert qui nous a Bien quittés sûr. trop tôt. Eh ben vas-y, Marine, vas-y, fais la pute. Bonjour mon petit loup, tu montes chérie? Allez, viens passer du bon temps avec maman. Avec moi, tu vas pas être déçu. Allez, je t'envoie au 7e ciel pour pas cher. Moi, je suis une vraie femme, j'ai de l'amour à donner. Viens mon chéri, j'ai de faire Pas le mal. craque de Ça donne rideau. C'est quoi le Ouais. beau cadeau, Marie? Alors c'est le quoi cadeau pour le beau gagnant du Mr. Tchatch, c'est un iPod Touch 8 Go. Pas mal. Guillaume, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le beau cadeau à Marine? Alors comme la pièce de Philippe Cobert s'appelle Urgent crier, je vais hurler dans la rue pour faire sa promotion. Formidable, vas-y. À ne pas rater, Urgent crier, la pièce de Philippe Cobert à la Maison de la Poésie, dans le 3e Il est vraiment arrondissement dans la jusqu'au rue. 31 décembre. Du Excellent. mercredi au samedi à 20h, dimanche à 16h. À ne pas rater, Ah oui, c'est bien, Urgent il est devant une crier, colonne Maurice. la pièce de Philippe Cobert à la Maison de la Allez, Poésie. montre chérie, c'est ton jour de chance. Tu vas pas regretter avec moi. 50 francs, je te fais la pipe. Et 100 francs, je te fais l'amour. Moi, franchement, hein, une pute qui compte en ancien franc, franc, ouais. Mais pas- j'y vais pas. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, Pierre, tu sors ton 138e bouquin Non, le premier. chez De ce Flammarion, Tes mémoires, le bonheur est pour demain. C'est ta vie, ton œuvre, tes mémoires. genre. Oui, d'ailleurs, il faut expliquer pourquoi le bonheur est pour demain, parce que c'est le titre de ma toute première émission. Quand j'avais 18 ans, je suis 17 arrivé... ans et demi à Europe 1. Oui. Sois précis, Non, Pierre. non, pas du tout à Europe 1. Europe 1 n'existe absolument pas. Europe 1 est né en 1955, moi je commence en 47, donc c'est un petit peu avant quand même. Et donc je vais à la radio française, à la Rotefeu. Et à l'époque, France Inter s'appelait Paris Inter, et non pas France Inter. C'était dirigé par un homme remarquable qui s'appelait Vincent Brégignac. Et ce monsieur, à 18 ans, donc un an après être rentré chez lui, m'a donné ma chance et m'a Alors- permis de faire un programme de radio. Pierre, ce qui est formidable, c'est que tu vas nous abreuver de noms que personne ne connaît de tout le monde. Ben, parce que forcément, ils sont tous morts, ces gens-là. Et tout le monde s'en branle. Et on Ah va non, parler de non, ça c'est très pendant important. une Florent- heure. Patrice Carmouze, toi, tu sors un bouquin, Comment perdre une élection présidentielle à coup sûr. Et tu passes en revue tous les candidats, les bourdes, le syndrome de l'échec. Voilà, tous les favoris ont perdu. C'est vrai que tous ceux qui étaient programmés pour gagner l'élection présidentielle. Alors, on me dit qu'il faut que tu remettes tes dents parce qu'on comprend pas une brogue. Tous ceux qui devaient gagner
gagné l'élection présidentielle, de Poher en 69 jusqu'à Strauss-Kahn cette année. Tous les favoris ont Tous perdu. les favoris se sont plantés. Alors j'essaye de savoir pourquoi ils ont perdu. Non, il a le nez bouché en fait. C'est assez bien expliqué et on y reviendra tout à l'heure. Lucille, bonjour. Bonjour Laurent. Marc, bonjour. Marc, pas sur le coup. Guillaume, es-tu là? Salut mon Lolo. Ça va, Guillaume? Ça va, Erika, Laurent. c'est à toi. Bonjour Laurent, bonjour Pierre. Non, je déconne, c'est à Lucille. Vas-y, Lucille. Ah, merci. Donc j'ai une question pour Patrice Carmouze. Je voulais savoir quelle était votre plus grande carmouserie. Alors, on me dit dans la régie qu'on s'en bat les couilles et qu'on peut pas démarrer sur une question aussi inepte. Donc, on va parler théâtre avec Philippe Cobert. Alors, comment donner aux gens l'envie d'aller écouter ce texte? Alors, d'abord, j'insiste, je le joue, et je joue non seulement le texte, mais je joue l'homme tel qu'il était, avec son accent, ses allures, son humour, etc. Donc c'est quelque chose d'amusant à voir, parce qu'on voit peut-être un acteur faire vraiment son travail. Je suis pas du tout un diseur ou un lecteur, je suis un acteur de Commedia dell'arte, c'est mon école. Tu as lu avec Galabru le texte. Ah oui. Les Ça, c'est vrai, le c'était texte épistolaire entre de lecture. Rému et Pagnol. Oui, encore Vous qu'on l'avez a très vite joué, on est très vite sorti de la lecture, de l'exercice de la lecture, soit avec Michel, c'est difficile d'y rester longtemps. Et d'ailleurs, j'avais eu un grand bonheur le jour où j'ai commencé à sortir un peu du texte, je me suis dit, il va peut-être m'engueuler, et j'ai vu son œil s'allumer, et il a enchaîné merveilleusement à faire de l'improvisation à la Rému, comme je faisais l'improvisation à la Pagnol. Non, là, je le joue. Alors, c'est un montage de textes sur le théâtre, et sur en particulier le Festival d'Avignon, etc., des textes assez polémiques, sur Artaud, sur le Sud, et de poèmes annonçant et terminant 68, c'est-à-dire de poèmes de sa jeunesse, où là, il y a un guitariste, Jérémy Campagne, qui évoque toute la musique de l'époque, et donc il y a des choses sur la Beat Génération, sur les beatniks, sur 68, sur le lendemain qui déchante de 68, etc. Donc c'est un mélange un peu de cet homme qui est né dans les années 68, et en effet, comme vous disiez tout à l'heure, qui a été un des premiers à jouer en dehors du Festival d'Avignon. Alors il n'a pas fondé le Off, mais enfin, de fait, il a été un des premiers avec Gérard Gélas, ils ont commencé à jouer hors du festival, et il a fini par être plus connu comme ça, et c'est ça qui m'a un peu énervé, que comme le poète et l'artiste incroyable et magnifique qu'il était, j'ai eu envie de faire ce spectacle, évidemment pour tous ceux qui le connaissent pas, surtout. André Benedetto. Voilà. Alors Philippe, tu es un acteur à part, tu es une sorte de performeur, tu as une aura dans le théâtre que personne n'a. Ah. Tu as fait des sagas théâtrales qui duraient 3 heures chacune, avec des spectacles qui comportaient 11 pièces que tu jouais tous les jours. Ça représentait 36 heures de texte intégré. Oui. Tu joues pour le Guinness Book ? De fait, oui. Mais c'était pas le but du tout, et d'ailleurs, je tiens à dire, je ne dispose pas d'une mémoire particulièrement développée. Non. J'ai pu constater à cette occasion-là, d'ailleurs, je savais pas du tout si c'était possible. La première fois que j'ai créé ça à Toulouse, je me rappelle, j'en étais malade. Le roman d'un acteur. Le roman d'un acteur, ça a duré 33 heures. Je me disais, c'est impossible humainement. Eh ben, si. On a un disque dur dans la tête et on a un disque dur d'ordinateur peut-être encore plus performant. Là, t'as 2 téras dans la tête, là, parce que c'est. Non, j'étais. Il faut se souvenir du passionné. Texte. Ne me coupe pas, j'étais correct avec vous, monsieur. Bon. Il faut se souvenir du texte, des déplacements, des intonations, des voix, parce que tu changes de personnage. Tu peux pas faire ça et dire que tu n'as pas de mémoire. Non, bien sûr, j'ai la mémoire, mais j'ai une mémoire d'acteur, c'est-à-dire une mémoire visuelle et physique. T'avais vraiment des aficionados, des gens qui suivaient tous les spectacles, parce que oui, le roman d'un acteur, c'est 11 spectacles de 3 heures, mais L'homme qui danse, c'est 8 spectacles de 3 heures. Voilà, j'ai fait 2 grandes séries comme ça. Oui, vous me regardez comme un malade mental. Je suis tellement énorme. Non, le projet, c'était un roman théâtral et un roman autobiographique. Qui l'a vu autour de cette table? Moi, j'ai vu. Non. Tu montes, chérie? Salut, mon petit loup. Monte avec maman. Tu vas voir, je t'envoie au 7e ciel et pour pas cher. Viens voir Jusqu'au 31 décembre, du mercredi au samedi à 20h, dimanche à 16h. À ne pas rater, Urgent crier, la pièce de Philippe Cobert. Marc, bonjour, ta question. Oui, bonjour, une question pour Pierre. Ah, il nous a quittés. Guillaume, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Philippe Cobert. Il t'écoute. Que pensez-vous du théâtre moderne? Ah, la question qui tue. Alors, tu n'y vas plus, ça t'ennuie, et ça te met en colère et tu n'y vas plus. C'est pas très original, oui. Alors, il faut... Mais il y a quand même des grands auteurs nouveaux
qui émergent. Absolument, Laurent lot. Baffy par exemple. Laurent Au hasard, Mais mis à part Laurent Baffy, bien sûr, c'est un peu un truisme que de dire que souvent on s'ennuie dans le théâtre, alors pas seulement dans le théâtre moderne, mais enfin en particulier dans le théâtre moderne. Et ça te met très en colère quand tu vas au théâtre. Parce que j'aime ça, j'aime le théâtre. Alors c'est vrai qu'un film où on s'ennuie, on peut dormir, on peut partir, Au théâtre c'est autre chose, il y a une relation physique immédiate. Enfin, aller au théâtre c'est un peu comme faire l'amour, on est touché dans sa peau, dans sa chair, et quand on s'emmerde, c'est comme quand on s'emmerde en faisant l'amour, c'est effrayant, c'est épouvantable. Comment je fais pour m'en aller, pour vexer personne, pour dire oui, c'est formidable. Surtout quand les spectacles durent 3 heures. Voilà, en plus. Tu dis au théâtre, j'essaye d'être une bonne pute. Alors ça, c'était autre chose. C'était à propos des prostituées. Oui, je pense qu'il y a... C'est-à-dire qu'à dans une époque où on stigmatise les prostituées, les clientes prostituées, ça m'a paru intéressant de rappeler qu'il y a des tas d'autres conditions dans la vie qui sont des conditions de prostitution. Il y a des formes de mariage qui appartiennent à la prostitution. Il y a des tas de choses qui... Alors, quand je vois tous ces gens très vertueux, etc., qui stigmatisent les prostituées qu'ils ne connaissent pas et les clientes prostituées qu'ils connaissent encore moins, j'ai envie de leur dire, regardez la poutre qui est dans votre œil, regardez la paille qui est dans celui de l'autre. Donc voilà. Alors donc oui, en effet, c'est être sur une scène de théâtre, même très chic, même très culturelle, c'est quand même faire la pute. Pour les gens qui seraient pas au courant, rappelons que Roselyne Bachelot a fait une proposition de loi qui proposait de poursuivre les clients des prostituées. Et toi, tu as une réaction, tu as écrit un droit de réponse de 4 pages dans Libération, où tu expliquais que toi, malgré le fait que tu sois marié en couple, tu fréquentais les prostituées depuis toujours. Oui. Et que tu étais absolument contre ce projet de loi de Roselyne Bachelot. Oui, et tu l'as même traité de pute. Non, je ne l'ai pas traité de pute, je me serais pas permis. D'ailleurs, pour moi, c'est pas une insulte obligatoirement, mais non, je l'ai pas traité de pute. On participe simplement d'une énorme, en ce moment, régression morale, moraliste, on fait plaisir au peuple, et c'est encore une fois une façon de chercher des voix. Voilà. Et Pierre a une histoire extraordinaire avec une pute. Oui, c'est vrai, oui, parce que quand j'étais très jeune, je démarrais, et donc j'avais été affecté à l'enregistrement. Affecté. Aux enregistrements des émissions qui arrivaient de l'étranger la nuit, donc par les décalages horaires. Donc je travaillais à 4h du matin, à 3h du matin, bon. Mais entre ces horaires d'enregistrement, j'avais des trous de parfois 1 heure, 1 heure et demie, bon. Et alors, j'allais au tabac de la rue Washington. La rue Washington étant une rue qui donne sur les Champs-Élysées, tout près du Normandie, le fameux Normandie. Et il va nous raconter le débarquement. Hein. Non. Et alors, j'allais dans ce tabac pour boire un coup. Et là, ce tabac, vers 4h du matin, était essentiellement fréquenté par les péripatéticiennes du coin qui se reposaient, tout simplement. Et comme moi, j'étais ni un micheton, ni un Condé, ni quoi que ce soit, on le voit bien, j'étais très jeune, et alors elles s'amusaient à me scandaliser un peu en racontant des histoires. Alors je connais une histoire comme ça que je trouvais absolument charmante. D'ailleurs, c'était une de ces jeunes dames qui me racontait les étrangetés d'un client qui, quand il venait, demandait qu'on prépare la fromagerie. Donc, quand les filles savaient ça, alors donc elles prenaient une chambre, bien entendu, dans un hôtel de passe, et elles y installaient une fromagerie avec tout un achat de fromage frais qu'on installait pour le monsieur. Donc, des camemberts bien coulants, rien que des trucs qui puaient. Bon. Et puis, elles étaient derrière, donc, en tant que charmantes vendeuses, elles étaient évidemment entièrement à poil, avec un petit bonnet sur la tête. C'était mignon comme tout. Et le monsieur arrivait tout aussi à poil, bien entendu. Alors, il arrivait, si j'ose m'exprimer ainsi, très mou, et il les voyait, déjà, ça commence à lui plaire. Et c'était des fromages à pâte molle, hein. Des fromages à pâte molle. Il plongeait son doigt dans le fromage. Il le plongeait, et avec ce doigt enduit de camembert, ou des poisses, de tout ce que vous voudrez, il touchait les filles. Et là, alors, paf, c'était la jouissance extraordinaire. Il prenait son pied comme ça. Mais il est mort du cholestérol. Et il s'en allait. Si bien que c'était formidable pour les filles, parce qu'en fait, elles n'avaient strictement rien à faire. C'était même pas l'amour. C'était pas la peine. Non, juste le bonnet. C'était juste le bonnet et se faire toucher avec du fromage sur le doigt. C'était absolument insensé. Bon. Et ça, c'est des histoires que racontaient ces filles le soir. Et c'est vrai. Et moi, j'ai eu de très bonnes copines prostituées, des filles vraiment sympas,
très, 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 très chaleureuse, très, très chouette. Et on oubliait complètement qu'elles étaient prostituées. Ça n'avait rien à voir. J'essayais pas du tout de me. Mais les enfants, alors, c'est quoi la solution? Parce que d'abord, on peut pas supprimer le plus vieux métier du monde. Et puis, mais si demain on supprime les prostituées, il va y avoir une recrudescence de meurtres, d'attentats, de. Non, mais c'est terrible de penser que s'il n'y a pas de prostituées, il va y avoir des meurtres, des viols. C'est une réalité quand même. C'est peut-être terrible, mais c'est la vérité. C'est alors que les mecs mais sont vraiment change de pull, toi, avant de la ramener. Non, mais c'est que les mecs sont vraiment des cons, quoi, quand même. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ça désespère de l'humanité si on pense ça. Le droit de donner de l'argent pour coucher avec quelqu'un, le droit de demander de l'argent pour qu'on couche avec vous, c'est un droit. Mais comment c'est un droit démocratique. On n'a pas à toucher à ce droit-là. Et je souris en voyant tous ces personnages des médias, tous plus corrompus les uns que les autres, en train de devenir des espèces de parangons de vertu, devenir des féministes de la nouvelle heure, alors que vraiment rien de ce qu'ils font dans la vie ne donne crédit à leur soudaine vertu. Il faudrait peut-être que l'État prenne des décisions. Comment organiser ça pour que ça se passe bien? J'en sais rien, mais c'est à discuter avec les personnes les personnes qui font cette activité-là. Est-ce que tu es d'accord avec le discours de Philippe Cobert, Lucie? Bah ouais. Erika, tu es d'accord aussi? Oui, oui. Sébastien, tu vas aux putes, toi? Non. Grégory, tu y vas, toi? Non. Didier, t'as déjà été aux putes? Non. D'accord, tu voulais poser une question à qui, Didier? Je voulais poser une question à Pierre Bellemare. Moi, je suis un fidèle auditeur de Ré à Chanson, mais je suis quelqu'un de très ordinaire. Je voulais Didier, savoir on comment s'en fout. On est en plein sujet sur les putes, là, on peut pas parler de Pierre, là, tu vois. Ça dépend, on peut toujours y arriver. Pierre, comment vous faites pour écrire autant d'histoires extraordinaires et aussi rapidement? Il a des nègres. Oui, absolument. C'est quoi ce bordel? Présenté par Laurent Baffy, c'est sur Rire et Chanson. Rappelle nos invités, Marie Lecoq. Alors, Pierre Bellemare est avec nous, Patrice Carmouze et Philippe Cobert. Et Pierre chante. Alors, 1, Pierre chante, et 2, Pierre chante bien. À la fin du bouquin, il y a un disque, et tu chantes super bien, Pierre. Oui, j'ai offert ce disque à mes lecteurs, en quelque sorte. À 82 ans, tu te lances dans une carrière de chanteur, oui. C'est pas vrai. J'ai voulu chanter les chansons qui avaient marqué ma mémoire entre l'âge de 15 ans, disons, et aujourd'hui. Voilà. Enfin, on peut écouter le petit bal perdu? Oh oui. Ouais, c'est magnifique. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert. Là, tu chantes moins que sur d'autres titres. Je parle le couplet. Tu comptes. Il y en avait 2 à découvert parmi les gravats. On dirait une histoire extraordinaire. Dans ce petit bal qui s'appelait. C'est la première chanson sur Alzheimer. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté ça dans ma voiture hier. Et au feu rouge, j'ai monté les vitres parce que je voulais pas qu'on me surprenne en train d'écouter Pierre Bellemare. C'est pas gentil. Non mais c'était stupide de ma part. Et après je me suis libéré, j'ai mis ça à fond. Toujours et j'ai décapoté. Il faisait la même prière d'être toujours heureux. T'as toujours chanté, Pierre? Parmi les gravats, il souriait. Moi, personnellement. Attends, excuse-moi, retire cette moustache ridicule parce que c'est chiant pour l'image. Qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. On me dit qu'on vient de perdre les 2 tiers de notre auditoire. On a des sondages immédiats maintenant. Oui, maintenant c'est terrible. Tu chantes, Philippe?
Pas très... non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Carmousse, tu chantes? J'étais pianiste chanteur dans des boîtes de nuit. Ouais. D'où te vient ce sens de la fête, Patrick? Et c'est vrai, donc j'étais étudiant, voilà. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors l'appel à faire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Erika, bonjour, ta question. Bonjour, je voulais savoir, une question pour Pierre Bellemare. De toutes les histoires extraordinaires qu'il a écrites, laquelle est pour lui la plus folle? Ah, tu voudrais la plus extraordinaire des milliers d'histoires extraordinaires? Celle qui l'a marqué le plus, en fait. C'est une histoire que je raconte de temps en temps. Je vais pisser. Oui, il va pisser parce que comme ça, t'as le temps. Et ça s'intitule Oui, c'était elle. Alors, en 2 mots, c'est une histoire très dramatique qui se passe au moment de la débâcle en France. Les Allemands rentrent donc par la Belgique en France. Tout le monde se sauve devant eux. Et de temps en temps, il y a des Stuka, qui étaient des chasseurs allemands, qui mitraillaient les gens qui étaient en train de s'enfuir. Et donc, il y avait des morts, des blessés, etc. On est à la frontière de la Belgique. Et il y a une jeune fille qui est avec ses parents, qui marche sur la route, et elle est touchée par une balle d'un Stuka. Elle s'écroule parce que c'était des balles extrêmement importantes, les balles tirées par les avions. Et on la transporte dans une église qui est là, juste à côté. Et ses parents sont là, de part et d'autre de cette jeune femme, qui va mourir sans aucun doute. Quand l'armée allemande arrive, un officier allemand voit le portail de l'église entrouvert, il rentre, il voit la situation, et immédiatement, il met une voiture à sa disposition, une ambulance, et il la remonte sur un hôpital militaire en arrière pour la faire soigner. Le soir, il revient voir si ça s'est arrangé, elle a été opérée, elle est sauvée, et elle ne parle pas un mot de français, les Français ne parlent pas un mot d'allemand, et il dit son nom comme ça, et il part parce qu'il fait la guerre et qu'il n'a pas le temps de rester. C'est pas fini encore? Et après la guerre, cet homme va échapper à tous les drames de la guerre. Il va faire la Russie, il va faire tout ça, il va échapper à tout. Bon, pardon, je vais chier. Il revient en France, et comme il était tombé, le coup de foudre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il était tombé totalement amoureux de cette jeune fille quand il l'avait vue blessée, il la recherche. Alors il part évidemment du village où s'était produit l'événement, et comme un Allemand qui recherche une Française, à ce moment-là, c'est très mal vu. Donc les renseignements sont très faibles, et il n'y arrivera pas. Il mettra des années et des années à chercher cette jeune femme, et il n'y arrivera pas. Alors ce monsieur va donc faire une autre profession, je passe. Il est 11h20, Pierre, si tu pouvais accélérer. Quelques années plus tard, des dizaines d'années plus tard, on est sur la Côte d'Azur, on est à Villefranche-sur-Mer. Déjà? Et on le sait, vous savez, il y a des constructions comme ça, tout le long de la falaise à Villefranche. Et le monsieur et sa fille, qui est toujours blessée, toujours aveugle d'ailleurs, vivent là. Et il voit dans le journal la mort d'un monsieur de la compagnie Lufthansa. Et quand il voit le nom de ce monsieur, brusquement, il se rappelle du nom de l'officier allemand qui avait sauvé sa fille. Les gens se donnent la mort pendant ton histoire. Oui, je sais, mais tu vas voir. Et à ce moment-là, il appelle Nice Matin, il dit « Est-ce que je pourrais connaître l'adresse de la maman de ce monsieur, puisque vous dites que sa maman est encore vivante ?» Oui, on lui donne l'adresse, le téléphone, il appelle. Et ça répond pas. Et cette dame répond, et elle lui dit, il s'explique l'un l'autre. Il lui demande, est-ce que votre fils avait sauvé une jeune femme au début de la guerre? Oui, dit-elle, il l'a recherchée longtemps après la guerre, il ne l'a jamais retrouvée. Et alors il lui dit, bien, cette jeune femme, c'est ma fille, oui, et vous habitez où ça? À Villefranche, mais moi aussi. Vous êtes où? Ben moi, dit la maman, je suis sur la dernière maison tout en haut, et vous êtes où? Ben je suis 3 maisons plus bas. Hein, et elle dit, et alors, avec mon fils, quand le soir, on regardait la terrasse de cette maison, c'est vous que l'on voyait avec votre fille allongée sur un transat? Et il lui répond, oui madame, c'était elle, voilà. Ils avaient revécu la fin de leur vie l'un à côté de l'autre, sans jamais le savoir et sans jamais... Tu peux me la refaire parce que j'ai loupé le début. Mais tu as eu tort de partir, elle est très bonne. Nancy, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ma question pour Pierre Bellemare. Pas facile à dire. Oui. Pierre, avez-vous une histoire non extraordinaire à nous raconter et qui vous soit arrivée dans la vraie vie, dans la vôtre?
dans ma vie, une histoire qui m'est arrivée dans la vraie vie. Oui, prenons 20 minutes. Oui, prenons 2 heures. On va faire un petit quiz pour remonter un petit peu le moral de tout le monde. Pierre Bellemare, tu es animateur et tu chantes. Oui. Allez, qui chante? Petit coup d'œil express sur la photo satellite. C'est que des animateurs. Ces nuages passeront au large. Ceux-là sont déjà passés. Gilles Pétré. Oui. Encore un effort, encore un Philippe Cobert est consterné. Lombroso, non? Oui, Lombroso. Pierre, tu devrais le savoir. C'est Karen Cheryl, non? Tu l'as pécho, celle-là. C'est dans ton livre. Evelyne Delia. Ouais. Ça commence par Evelyne. Leclerc. Oui. Moi je voudrais arrêter la vie. Il chante bien en tout cas. Hein. Ouais. Oh Sylvie, Il a été parolié pour un autre chanteur. dans ta vie je ne fais pas. Ah, c'est pas Le Perse? Non. C'est Le Perse qui chante. Ouais. Ah ouais. Julien Ouais. Lepers. Bien joué. Ah, c'est que si c'était. Trouvez celui qui vite lançait- celui qui lançait le micro là. Que je le vis, trouvez vite, j'en peux Celui plus. qui lançait le micro. Le Bruce Springsteen. Non. Qui faisait je sais pas quoi, le juste de. Moi j'en peux plus, Philippe Risoli, j'en peux Ouais, plus. Philippe Risoli, voilà. Philippe Risoli. C'est lui qui a lancé le micro. Oui, mais il s'est lancé dans la chanson, c'est vrai, à un moment donné. Je ne suis rien qu'une Amazone. J'ai pas de coup de cœur, que des coups de fil. Trouvez vite. J'ai jamais dit je t'aime à personne. Un animateur télé Pas regardé, pas qui vu. fait de la radio également. Souvent broché. Il aime les têtes couronnées. Si je- Berne Berne, Oh c'est Berne, putain. ça. C'est bien. Maintenant. Il y a quelqu'un qui dit de la housse. C'est déchiré chez Ruquier. Tondelat. Exact. Alors, toi qui es habitué au grand texte, Philippe Cobert, là, ça t'a Ouais, là, plongé c'est pas mal. dans l'ambiance, là. Mais ça, c'est pas les textes, le problème, c'est les interprètes, quand même. Qu'est-ce qu'il disait, Benedetto, que tu reprends à ton compte? Eh ben, il disait que, par exemple, que le festival d'Avignon, parce qu'il y a un texte sur Jean Vilar qui s'appelle Vilar Acteur Sud, a été créé par un acteur, pas par un metteur en scène, pas par un technocrate, pas par un élu, pas par un chargé de mission, mais par un acteur du Sud devant le Mistral. Bon. Philippe, tu es très rarement en promo, on se connaît pas bien, mais tu es venu chez moi sans savoir où tu mettais les pieds, et J'en avais une vague idée. J'en suis touché, mais c'est vrai que je suis plutôt déçu en bien, comme disent les Suisses. Non, mais je totalement... trouve que le débat vole très haut. Moi, je m'attendais à quelque chose de bien plus. Il est super, mais pas ce du mec. tout. J'adore. Non, pas du tout. Jules, bonjour, ta question. Oui, bonjour, c'est pour Pierre Bellemare. C'est pour savoir quelle émission de télévision il a préféré présenter. Le journal du Hard, t'as kiffé ta race quand t'as fait ça. L'émission, comment? Le journal du C'est la Havre. télé que vous avez préféré Du Hard, présenter. pas du Havre. Non, qu'est-ce que tu as? Du Hard. J'ai compris le journal du Havre. Le Havre, tu sais. Oui, alors j'ai présenté le journal du Havre. Ah, du Havre, oui. L'émission que j'ai préférée, en fait, c'est la radio. Je le dis tout de suite. Vous êtes formidable. J'ai préféré d'être. Je suis davantage un homme de radio qu'un homme de télévision. Et évidemment, j'ai eu la chance de faire pendant des années une émission qui s'appelait Vous êtes formidable, avec les auditeurs toutes les semaines. Et c'était tellement formidable, justement, que, Parce que toi, j'en ai gardé un souvenir inouï. Tu trouves que les auditeurs sont formidables? Ah oui. Par exemple, prenons au hasard Pascal. Pascal, Salut. bonjour. Salut. Est-ce que tu es formidable, Pascal? Absolument formidable. Ouais. Ah ben voilà. En quoi es-tu formidable, Pascal? Parce que je t'écoute. Bien vu. Pascal, on va te couvrir de cadeaux pour cette Encore, réplique. super, super. Un appareil photo numérique, ça doit. Tac, dans ta gueule, pour immortaliser ce moment. Ta question. Voilà, ma question est pour Pierre Bellemare. Je voulais savoir, Monsieur Bellemare, si vous aviez l'intention de prendre un jour votre retraite, et si oui, ce que vous feriez. Il va nous faire chier jusqu'au bout, le vieux, hein. Il va jamais lâcher. Non, je pense pas que je prendrai ma retraite. Pourquoi C'est comme si vous demandiez à Cobert s'il va prendre sa retraite, c'est pareil. On meurt sur scène en général quand on est comédien et qu'on aime ça. Et je pense que moi, je mourrai sans doute en faisant une émission ou quelque chose qui aura Ou en rapport prenant avec une correspondance. la radio et la télévision. C'est quoi ce bordel présenté par Laurent Baffy? C'est tout de suite en ce moment sur Rire et Chanson. Faut rappeler les invités, Marie. Oui, Pierre Bellemare est avec nous. Patrice Carmouze aussi et Philippe C'est Cobert. dur, je te la rends molle. Elle est molle, je te la rends dure. Y a pas de problème, y a plus besoin de pilule avec moi. Allez, mon chéri, c'est vos défense, profite-en. À ne pas rater, urgent, crier la pièce de Philippe Cobert. Alors, comment, Patrice Carmouze, comment perdre une élection présidentielle à coup sûr?
C'est un peu un bouquin sur le syndrome de l'échec qui explique que tous les favoris dans la présidentielle ont perdu et c'est pas DSK qui va te démentir. Non, voilà, j'avais commencé le bouquin avant que DSK, l'affaire DSK, bien sûr que si. Et je me suis dit, bon, ça va être l'exception qui confirme la règle. Et puis gentiment, il s'est dit, tiens, je vais faire quelque chose pour la sortie du livre de Carmouze, quoi. Donc, il était à New York. Alors, développe un peu ta théorie. Alors, ma théorie enfin, c'est pas une théorie, c'est un constat. C'est vrai que tous les gens qui étaient en avance 6 mois, 8 mois avant l'élection présidentielle, dont on pensait qu'ils seraient élus, c'était vrai Judith Poher, c'était vrai Chaban-Delmas, qui était Premier ministre, qui sortait du plus grand parti de la majorité, aurait dû être élu. En 81, Giscard, 6 mois avant les élections, était à 60%, il aurait dû être élu. Il a été élu. Oui, il a été élu en 74 contre Chabot qui aurait dû être élu. En 80, il aurait dû être élu. On pensait que Mitterrand était un peu archaïque. C'était Rocard qui avait les faveurs de la gauche. Aurait dû être élu. Barre aurait pu être élu. Balladur, on avait dit c'est fait. C'est fait. Le monde avait là, titré... c'est vraiment le syndrome du lièvre et de la tortue. Il était loin devant. Il a cru qu'il allait niquer Chirac. Très loin devant. Il était à 32-33%. Chirac était à 14%. Enfin, il a baissé la garde et il s'est fait niquer par l'autre. Et puis Jospin, tout le monde pensait qu'il serait élu contre Chirac. On va prendre dans l'ordre. Barre, il avait un déficit en contact humain. Il pouvait pas serrer une dizaine de poignées de main dans les gens. Il détestait les campagnes politiques. C'est-à-dire qu'il aurait bien aimé être élu. Pourquoi pas? Mais il l'a dit d'ailleurs à la fin de sa vie. Il a dit, je suis pas un homme politique. En fait, j'aime pas ça. J'aime pas aller serrer des mains. J'aime pas aller au contact des gens. C'était pas son truc. Les gens. Voilà, il n'aimait pas tellement les gens. Il aimait les idées, pas tellement les gens. Balladur. Trop hautain. Balladur, voilà, trop hautain. Et puis, alors, pour être élu, il faut proposer une rupture avec le pouvoir en place. Or, il était Premier ministre, il s'est présenté, il était à Matignon quand il a annoncé sa candidature, donc c'est comme si le pouvoir, il avait déjà le pouvoir qu'il voulait le garder. En gros, vous m'avez aimé comme Premier ministre, vous m'aimerez comme président. Les gens n'aiment pas ça. Ils veulent rompre quand ils élisent un président. Jospin, c'est l'absence de désir qui l'a planté. Jospin, oui, c'est ça. Je crois qu'il n'était pas sûr de lui-même. En plus, il a fait une très très mauvaise campagne. Il a fait une campagne de deuxième tour dès le premier tour. Il a oublié d'abord de rassembler les siens. Il a commencé à dire « Je ne suis pas socialiste, je ne fais pas une campagne socialiste. » C'était pas très beau pour avoir les voix de gauche. Ségolène, elle a été lâchée par les siens. Oui, alors Ségolène, ça a été terrible, c'est-à-dire qu'elle était très en tête, une fois qu'elle a été désignée par le Parti Socialiste, après des primaires où elle a battu Fabius Strauss-Kahn, elle était très très populaire, et là, on a eu l'impression que les socialistes ont dit, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour lui savonner la planche, quoi. Donc ils l'ont envoyée en Israël, parce qu'ils savaient très bien qu'elle était incompétente en politique étrangère, ils l'ont envoyée en Chine, elle a sorti la bravitude. Voilà. Et peu à peu, ça a commencé, ça a bien marché. Et même Hollande, qui était son compagnon à l'époque, a dit, on est riche à partir de 4 000 € par mois et je déteste les riches, ce qui va couper quand même un certain nombre de voix. Dans ton bouquin, tu expliques qu'il y a des gens qui ne veulent jamais être élus, ce qui est le cas de Le Pen à tes yeux et de Arlette Laguillet. C'est les deux candidats qui sont le présentés le plus souvent. Tu penses que Le Pen, il n'a pas envie d'être élu? Non. Je suis sûr de ça. Il était très emmerdé, je crois, en 2002 quand il s'est retrouvé au deuxième tour, où il a fallu qu'il donne des idées, parce que il était très bon dans ce qu'on appelle la protestation, c'est-à-dire quand il fallait être contre quelque chose, il était très bon, mais quand il fallait donner un programme, il était absolument nul. Une fois qu'il avait dit l'immigration, il avait tout dit, et donc il n'avait rien à proposer. Et en plus, pour garder son pouvoir et son précaré au sein du Front National, il valait mieux qu'il ne collabore pas. Il aurait pu passer des alliances avec la droite à un moment. La droite lui a fait des appels du pied, hein. Et c'était sa crainte absolue. C'est pour ça qu'il a rejeté Maigret, par exemple, à un moment avec qui il était en conflit, parce que Maigret voulait passer des alliances. Il l'appelait Maigret de connard à l'époque. oui, au moins. Toi, Philippe, tu as soutenu Besancenot. Oui, j'ai soutenu Besancenot. D'ailleurs, c'est pas un très bon souvenir parce que je l'ai vraiment soutenu avec tout mon enthousiasme et ma sincérité. Mais quand j'ai vu arriver à la tête de Le Pen à la télévision, je reconnais que ça m'a foutu un coup de barre, quoi. Alors, c'est sûrement pas la faute de Besancenot si Le Pen est arrivé à la télévision, mais quand même, je peux plus considérer le vote tout à fait de la même façon aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit un progrès pour la démocratie, mais c'est vrai que là, j'hésiterais avant de voter pour qui ma sympathie naturelle irait spontanément, Chevènement ou Mélenchon. Qu'est-ce que je raconte? Mélenchon, oui. Il y a plus de votes. Je suis sûrement pas Chevènement. Sûrement pas Chevènement. C'est intéressant ce lapsus. Non, pas Chevènement. C'est intéressant ce lapsus. Il y a plus de votes. Non, parce que au contraire, depuis hier, on m'a dit ça que je dis c'est pas possible. Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, bref, vraiment, j'espère qu'il va se prendre une veste pour lui apprendre la politesse, mais non, au contraire. Mais je pense qu'en effet, je pourrais plus voir les choses de la même manière parce que je pense que la fille Le Pen, elle veut le pouvoir, et qu'elle prend les moyens d'y arriver parce qu'elle est. C'est la grande différence avec le père. Oui. Tu es pour ou contre la prostitution? Il est contre. Comme si je disais pour ou contre. Je suis contre le capitalisme, je suis contre la grippe aussi. J'ai pas fini ma phrase. Je suis pour ou contre la prostitution dans les corridas?
ça n'a rien à voir. Vraiment. Alors là, la corrida est un lieu de haute vertu. Le torero pourrait apparaître. Non, pas du tout. La prostitution, la corrida est un lieu de haute vertu et absolument d'intégité, d'intégrisme moral. Mais je peux en parler sans m'énerver, parce que c'est des débats souvent où Lucille. Ah ouais, mais il s'agit des animaux, on peut parler sans s'énerver avec les êtres humains quand même. Ta question. Donc j'ai une question pour Patrice Carmouche. Je voulais Non, savoir c'est tout à l'heure. Non. Ta question, Lucille. Et déjà, tu as déjà gagné un cadeau pour ta patience. Ah, c'est gentil. Un petit canard vibrant. Je l'invite à venir voir les bonobos. D'accord, déjà. Un petit canard vibrant, c'est un sextoy, ça. Voilà, offert par passage du désir.fr. Je me demandais toujours, ça marche comment connais en le petit fait canard vibrant. Ça marche comment ce petit canard? Personne sait. Les canards vivants. Si, j'ai des copines qui ont des canards vivants. Canard vivant. Des canards vibrants, j'en ai des copines comme ça. Et ça marche comment, demande Marie? Ça marche comment en fait? Comme ça, ça fait bzzz. D'accord. Ça tu le mets à l'endroit qu'il faut, évidemment, tu te mets sur la tête, ça sert à rien. Mais c'est juste le canard, tu te le mets contre le minou et c'est tout. Voilà. D'accord. Moi, je n'ai pas de minou, donc je vous précise tout de suite parce que nous pouvons avoir une conversation intime. Vous regardez. Je vais vous donner une description. Il paraît que ça marche en tout cas. Moi, les échos que j'en ai, c'est que ça marche. On t'offre un minou, Pierre. Pierre est par minou. Donc. Salut Lucille. Lucille. Donc, alors voilà, donc j'ai une question. Ta chatte, c'est fait. La question maintenant. Donc j'aimerais savoir, Patrice, quelle est votre plus grande carmouserie? Je crois que c'était un jour. C'est vrai que je répétais jamais les objets parce que d'abord je détestais ça et j'avais pris ça parce que je n'étais pas très bon là-dedans et que je détestais ça. Donc un jour, il y a quand même un type qui avait amené un vélo pliable et qui a voulu absolument que je le voie avant l'émission. Et donc il m'a montré comment le vélo, une fois monté, se dépliait. Donc il fallait relever la selle, tout ça. Enfin, et au moment du guidon, j'arrivais pas du tout à l'enlever. Je tirais. Et le type s'est rapproché un petit peu pour voir pourquoi ça coinçait. Et là, le guidon est parti dans ses dents, ça lui a cassé 2 dents. Et donc, j'étais un peu ennuyé pour lui quand même. Voilà, Lucie, nous aussi, on est un peu ennuyé pour toi, mais ça te tue. Yann, bonjour, ta question. Je comprends. Ouais, je veux savoir d'où vient sa passion pour les losers, là, Patrice. Ah, c'est pas une passion pour les losers. Je trouve que l'échec. Non, il n'a aucune empathie pour toi. L'échec explique beaucoup de choses. De Gaulle, qui était favori, qui lui a été élu. Voilà, c'est la seule exception. Et encore que en 65, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit élu. Et il s'est fait virer dès comme le premier une merde. tour. Et voilà, il a été élu. D'abord, il a été au ballottage. Avec Mitterrand. Avec Mitterrand. Et 4 ans plus tard, il a été viré après le référendum. Giscard. À Giscard, première élection, c'est un gros coup qu'il fait parce que le favori, c'était quand même Chaban, quoi. Mais Chaban, alors, il s'est pris comme un pied d'abord. Il s'est écroulé dans les sondages. Il s'est écroulé très vite parce que d'abord, il a déclaré sa candidature le jour où on inhumait Pompidou, ce qui fait quand même pas, ce qui faisait quand même le mec un peu pressé d'y aller, quoi. Ça fait un peu viande froide. Hein. Après, il y a eu toutes les trahisons, notamment de Chirac, les 43, qui étaient 40 députés et 3 ministres qui auraient dû le soutenir, qui ont soutenu Giscard. Et c'est vrai que Giscard a fait une campagne très très habile, quoi, avec je voudrais regarder la France au fond des yeux, enfin tout ça. Et sauf que en 81, une sorte de magie qu'il avait réussi à faire naître en 74 n'a pas du tout marché parce que d'abord c'était le président sortant, il n'a pas réussi à. Pour être réélu, il faut rompre. Et les seuls qui arrivent à être réélus, c'est Chirac et Mitterrand. Pourquoi ? Parce que ils sont passés par le sas de la cohabitation, c'est-à-dire que quand ils se sont représentés, ils étaient en quelque sorte non pas les candidats de la majorité, mais les candidats de l'opposition. Le pouvoir en place, c'était Chirac quand Mitterrand se représente, et c'était Jospin. Je vous demande de vous arrêter. Quand Chirac se représente. Je vous demande de vous arrêter. Je m'arrête. Mitterrand, il faut regarder en 81, franchement, Rocard avait dit qu'il était archaïque. Mais son deuxième septennat, il était favori, là. Deuxième septennat, non. Si. 86, il prend une tôle quand même. Hein. En 86, il prend une tôle, c'est la droite quand même qui arrive au pouvoir. Faut se souvenir, 84-85, il est au plus bas dans les sondages. Et c'est la cohabitation. Et donc l'échec, en gros, des gens qui ont gouverné, c'est-à-dire du gouvernement Chirac-Balladur à l'époque, qui leur permet de se refaire une santé. Sinon, si ça passe pas par la cohabitation, il n'est jamais réélu. Chirac, là, il bénéficie la première fois, alors. Il revient du diable Vauvert, enfin il revient vraiment du fond, je veux dire. Le lièvre et la tortue au corps. Quand il se présente au premier meeting, et même Seguin qui l'a soutenu n'était même pas au meeting parce qu'il trouvait que ça n'allait pas. Juppé a hésité un moment. Un témoignage de Philippe Seguin.
T'as compris l'humour? Oui. Et donc, tu pratiques l'humour toi-même, La Philippe? chèvre de Monsieur Seguin. Tu vois, c'est par association d'idées en fait. Et la première fois, donc, il a profité du fait que Balladur soit le candidat installé, le candidat du système, comme dirait aujourd'hui Sarkozy, pour aller chercher un truc improbable qui était la fracture sociale, qui était à 100 km des propositions qui pouvaient être les siennes. C'est-à-dire qu'il y avait la réquisition des immeubles, Non, mais il a etc. également bénéficié du fait que l'autre, il avait une tête de Bourbon. Oui, c'est ça. Et que Chirac était sympathique. Il s'est relâché parce qu'il se croyait battu et donc il s'est. Absolument. Et puis il y avait les guignols que l'on présentait sous un visage assez sympathique. Sarkozy. Sarkozy. Il était favori quand même. Ça dépend quand, évidemment. Il est favori à partir de janvier 2007. Mais avant, c'est royal. Et les socialistes, pourquoi ils se sont battus pour être candidats? Fabius, Strauss-Kahn et Royal, évidemment, qui a été élu. Mais enfin, ils ne pensaient pas que ça serait Royal. C'est parce qu'ils se disaient, ça fait 12 ans que la droite est au pouvoir. Ça faisait un septennat et un quinquennat de Chirac. Dans une période de crise, c'est rare qu'il n'y ait pas une alternance, quoi. C'était même improbable que la droite soit encore réélue. Il a quand même réussi parce que lui, il a réussi à proposer la rupture. Ça, c'était assez fort. La rupture dans son propre camp, la rupture avec Chirac. Et comme ni Chirac ni Villepin n'ont fait sa campagne, au contraire, ça l'a porté vers le pouvoir. C'est quoi le gros point commun entre tous ceux qui ont été élus? Le point commun, la volonté. Ouais. La volonté absolue, quotidienne, l'envie du pouvoir. Depuis longtemps, de vouloir y être. Ceux qui y arrivent, ceux qui sont là, portés par les circonstances, ils n'y arrivent pas. On est d'accord pour dire que Copé en veut vraiment et qu'il y sera un jour. Copé sera candidat de toute façon en 2017. 2012, voilà. Ouais. Et alors là, c'est très rigolo parce que Copé aujourd'hui, si on regarde objectivement, il n'a aucun intérêt à ce que Sarkozy soit réélu. Il a tout intérêt à ce que la gauche passe pour que la période soit compliquée, que la gauche soit impopulaire et ramasser les morceaux en 2017. Est-ce qu'on peut gagner une élection sans trahir? Je pose cette question à tout le monde. Sans trahir, il y a toujours des trahisons. Non, mais j'attends vos réponses. Tu te trahis toujours a posteriori. Ta gueule, pas les filles. Pas les filles, putain. A posteriori, virez les filles du studio, c'est que des mecs qui parlent entre eux là. Il y a toujours eu des trahisons dans les élections. C'est-à-dire, 74, Giscard est élu parce que Chirac a trahi Giscard. 81, c'est Chirac qui trahit Giscard, là, ce coup-ci. 88, c'est Barre qui est trahi par Léotard, enfin par tous ceux qui devaient le soutenir. Bon, c'est vrai que tous ceux qui ont été battus ont été trahis par ceux qui devaient les soutenir. Oui. Balladur a trahi Chirac. Balladur a trahi Chirac, ça ne pas porter chance, mais alors lui, Sarko a trahi Chirac. Sarko a trahi Chirac, absolument, ouais. Oui, parce que si vous voulez être élu, il faut proposer la rupture. Donc il faut bien rompre avec celui qui était au pouvoir au moment où vous vous présentez. Jessica, bonjour, ta question. Bonjour, je disais que j'avais une question en fait pour Patrice Carmouze. J'aurais voulu savoir si c'était un cœur à prendre. T'es sûr que c'est le cœur que tu veux lui prendre? Alors réponds-lui, alors c'est une demande officielle. Ah, si c'est une demande officielle, mais toutes les demandes peuvent s'étudier, comme dirait Philippe, non? Que souhaiterais-tu faire avec Patrice Carmouze? Tu sais que techniquement, il n'est pas très bon. Il est très maladroit, attention. Ouais. Oui, justement, ça a son charme. Bon, on t'entend plus, vous allez échanger vos numéros et vous bouffez le cul, si plus, c'est affinité. Steve, bonjour, ta question. Oui, salut à tous. Bonjour, j'aurais une question pour Patrice Carmouze. J'aurais voulu savoir, du fait qu'on l'a vu souvent avec Christophe de Chavannes, si ça le dérangeait d'avoir été remplacé par un chien dans la roue de la fortune. Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel sur Rire et Chanson avec Pierre Bellemare, Patrice Carmouze et Philippe Cobert. T'as pas à te tracasser de toute façon. Si elle est dure, je te la rends molle. Si elle est moche, je te la rends dure. Dimanche à 16h, à ne pas rater, urgent crier la pièce de Philippe Cobert. On va répondre à une petite annonce. Petite pipe 20 €, paiement en liquide au moment du retrait ou livraison en sus. C'est bien rédigé, hein, de toute façon, pour laisser le doute. C'est très très bien rédigé. Allô? Oui, j'écoute. Oui, bonjour, j'appelle pour la pipe. Oui, tout à fait. C'est combien la pipe? Alors, c'est pas écrit dessus? Oui, mais peut-être on peut négocier. Qui l'a fait exactement chez vous? C'est mon chien. Oui, c'est Laurent Baffy au téléphone. C'est gentil de m'appeler monsieur Laurent Baffy. J'ai été un peu stupéfait par votre petite annonce qui nous a beaucoup intrigués. Il n'y a rien de stupé. Mais si, paiement en liquide ou livraison en sus pour une pipe à 20 €. Ah, mais oui, non, mais c'est clair. Vous l'avez fait exprès ou c'est intentionnel, la double lecture? Non, pas du tout, mais disons que c'est vrai qu'avec un esprit un petit peu porté sur le sexe, ce qui n'est pas mon cas. certain que ça peut être ambigu. Mais bon. Non.
Écoutez, il y a beaucoup de personnes intéressées. Pierre Bellemare est très intéressé par une bonne petite pipe à 20 €. Et Philippe Cobert trouve ça très raisonnable au niveau du prix. Ah ben c'est pas cher. Faudra juste maintenant tomber d'accord sur la personne qui va nous la faire. Le plus drôle, c'est que mon chien n'a plus tellement de dents. Donc, Bon, écoutez, pour vous remercier de votre gentillesse et votre humour, on va vous faire piquer un beau cadeau. Alors, un lot des Déjà, inconnus. on va faire piquer son chien. Ouais. Ah non. Oui, Ça vous plaît? C'est quoi pas ton mal. prénom? Alain. Bon, on te couvre de cadeaux, Alain. Et puis on va C'est t'aider gentil. à... Et surtout, ne casse pas ta pipe, hein, on te rappellera chaque semaine. Hein. Ah ben alors, aucun souci. À bientôt. Aucun souci. Vous savez quel est le dernier tableau qu'a vendu Anne Sinclair pour Strauss-Kahn? Un Picasso? Non, un Magritte, ceci n'est pas d'une pipe. Oui, ceci n'est pas d'une pipe. Non. Olivier, bonjour, ta question. Benoît, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'ai une question pour Philippe Corel. Ah bah oui, Je connais pas, pardon, le temps de excuse-moi, changer de Laurent. nom. Tu peux rectifier ta carte d'identité, tu t'appelles Philippe Corel. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pense des putes Ah ben ça va, ça fait un moment que j'en parle. J'en pense beaucoup de bien. Comme tout le monde à cette table, vous connaissez tous et toutes le principe du passe-moi l'autre con. Alors c'est un jeu que j'ai inventé. C'est très bien. Tu appelles quelqu'un, tu fais alors bonjour, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. C'est très dur à faire. Et Pierre va s'y coller. Caroline. Allô Caroline, passe-moi l'autre con. J'ai compris, hein, tu sais, je te jure. Allô? Allô, Caroline? Oui. Passe-moi l'autre con. C'est qui? Bah, c'est l'autre con, c'est très simple. C'est qui au téléphone? Bah, c'est Pierre Bellemare. Ah, super. Super, vous êtes contente de m'avoir au téléphone? Ça vous fait plaisir? D'accord. C'est qui l'abruti derrière qui rigole? Elle a coupé. Elle a coupé. Ah, voilà. Ah bah voilà, elle voulait pas me passer l'autre con. On va continuer. Marie, pour Philippe Cobert. Allô? Allô? Marie? Oui? Passe-moi l'autre con. Quel con? Bah, celui qui est à côté de toi. Quoi, tu t'es con, toi? Entre cons. Bah, non, mais passe-moi-le, allez. Au revoir. Au revoir. C'est pas facile à faire. Bon, appelle un Mado, appelle un commissariat. Commissariat de Trappes, bonjour. Oui, bonjour, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. C'est qui l'autre con? Oh, tu sais très bien, hein, tu n'as que l'embarras du choix. Vite, je suis en planque, j'ai pas la journée. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu as gagné! Bonjour, c'est Laurent Baffy. Oh, il y a des mots, des noms à ne pas prononcer dans certains commissariats. On en fait un dernier avec Pierre. Tu veux un commissariat, Pierre? Oui, il veut. Je veux rien du tout. Gendarmerie de Paris, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me passer l'autre con, s'il vous plaît? L'autre con n'est pas là. Il en a pour 10 minutes, il est parti faire visiter son appartement. Ah, c'est dommage parce que, alors là, je vais vous le dire tout de suite, je suis à côté de Laurent Baffy, il avait un cadeau formidable à gagner s'il répondait tout de suite. Ça, c'est dommage. Alors. C'est qui à l'appareil? Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Oui. C'est une blague? Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment Pierre Bellemare que vous avez au bout du fil, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est un jeu extrêmement difficile parce que je dois vous avoir et instantanément vous dire, passez-moi l'autre con, ce que vous vous apprêtiez à faire avec une très grande gentillesse d'ailleurs. Et malheureusement, vous m'avez répondu qu'il n'était pas là. Non, mais alors, elle peut encore gagner, Pierre. oui, eh ben, peut-être que vous en avez un autre sous la main, j'en sais rien, moi. Hein. Non, je pensais que c'était un ami du collègue avec qui je travaille. Bah oui, bien sûr. Généralement, quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est plutôt assez familier et sympathique. C'est Bien quoi votre entendu. prénom? Christelle. T'es pas toute seule au commissariat? Actuellement, si. C'est flippant, on n'a pas de chance. Et Bah, c'était c'est un qui peu leur creuse. Hein. Le prénom de l'autre con, c'est qui? Je vais pas le dire, du Non, coup. juste le prénom, c'est pas méchant, c'est juste le prénom. Jean-François. Jean-François. Voilà. Et le nom de famille, c'est quoi? Ah non, je le dis pas, du coup. Non. Bon, bah écoute, on va considérer, Christelle, que tu as gagné. Bah ouais. Un canard vibrant offert par passageduDésir.fr. Est-ce que t'as une chatte, Christelle? Bon, là, ça devient un peu vulgaire, donc Non, je vais raccrocher. c'est le début des cadeaux. J'imagine que oui, donc ça c'est fait. Il y a d'autres cadeaux, Julie. Vous vous rendez compte que vous appelez quand même une brigade de gendarmerie? Oui, et alors, il n'y a pas de chat dans les gendarmeries? Non, ça, il y c'est en a le pas. premier cadeau. Le deuxième, Un lot des inconnus avec un livre et un DVD. Ça vous va, plus ça? des places de théâtre pour applaudir les bonobos. T'as gagné tout ça, Christelle. Bah, merci beaucoup. Le canard vibrant est intégré d'un GPS intégré pour se localiser dans les galeries. Hein. Ah, j'en suis ravie. Donc tu peux y aller. On t'embrasse. Merci. Ciao. Au revoir. Qui a gagné? Marine? Non, tu vas pas le regretter, je te promets. Je te promets. Du mercredi Guillaume. au samedi à C'est dur. 20h.
dimanche à 16h, à ne pas rater, urgent crier, la pièce de Philippe Cobert à la Maison de la Poésie. Dans le troisième... Qui vote pour Marine? Oui. Oui. C'est horrible, Marine. Personne ne vote pour toi, c'est horrible. C'est horrible, j'aimerais pas être à ta place. Attends, je suis en plein vote et c'est horrible. Hein. Ça pue pour toi, Marine. À la Maison de la Poésie, qui vote pour Guillaume? dans le 3e arrondissement, jusqu'au 31 décembre, du mercredi au samedi, à 20h, dimanche à 16h. Guillaume, t'as gagné. Ah, super, merci beaucoup. Bravo, T'as Guillaume. été excellent, tu as fait une promo d'enfer et tu as gagné le gros cadeau. Un iPod Touch 8 Go. Bah, merci beaucoup, Bien j'ai mérité. plus de voix là. Je crois qu'il va falloir que Comment on se j'aille sent boire après un Mister Tchatch, Guillaume? Bah, je suis un peu fatigué, plus de voix, mais je suis content d'avoir gagné, donc merci à tous. Il y en a qui jouent des spectacles de 3 heures. Ah bah ouais, tous c'est les ça. soirs avec un spectacle différent, tous les soirs. Ferdinand Fort sort de ce corps. Marine, Oui. t'as paumé, Marine? Ah, tant pis, un peu bien perdant. Mais t'as tu quand même gagnes gagné. quand même un appareil photo numérique. T'es contente? C'est génial. Bah, bien sûr. On te fait des gros bisous, à bientôt, Marine. Bisous. Merci Pierre Bellemare, merci Philippe Cobert, merci Patrice Carmouze, merci Marie Lecoq et merci au public. Merci Laurent.